Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par le département formation de l'Argus de l'assurance. Nous sommes ce matin en compagnie de maître Pascal Ernst, qui est avocate au barreau de Paris et qui va nous parler d'un sujet qui est issu de la loi Pacte du 22 mai 2019, notamment autour de la réforme de la retraite des dirigeants. Donc, l'Argus de l'assurance, pour ceux qui ne connaîtraient pas, fait effectivement la formation, que ce soit en inter ou en intra. Et comme vous pourrez la voir sur la seconde slide du PowerPoint, si vous pouvez la faire défiler, maître Ernst, nous intervenons sur un certain nombre de sujets, de thématiques sur lesquelles vous pouvez bien évidemment venir vous former. Et Maître Ernst travaille avec nous et anime notamment des formations sur le sujet qu'elle va évoquer ce matin autour de la loi Pacte et de la réforme des retraites. Donc, je vais lui laisser la parole. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions grâce au petit module que vous avez à droite de votre écran et je lui relayerai en fin d'intervention afin qu'elle puisse, dans la mesure du possible, y répondre. Maître Ernst, merci et je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Donc, nous allons passer, je crois, 1 heure ensemble, Laurence, c'est ça? Et mon objectif, c'est vraiment de traiter le sujet de l'évolution des régimes à prestations définies, qui est un élément important de la rémunération des dirigeants. Alors, pour bien fixer les idées sur ce dont on parle aujourd'hui, je vous ai présenté sur ce graphique l'organisation de la retraite en France. Donc, vous savez qu'en France, on a 3 niveaux de régime. On a les régimes légaux de sécurité sociale, c'est ce que j'ai illustré ici en bas en vert clair. Donc là, on est pour les salariés et les mandataires sociaux principalement sur le régime de la CNAV. Ensuite, on a des régimes complémentaires qui sont des régimes AGIRC et ERCO pour les salariés et qui s'adressent aussi aux mandataires sociaux et qui vont couvrir jusqu'à 3 plafonds de sécurité sociale, 8 plafonds de sécurité sociale. Donc là, j'ai mis le chiffre, en fait, c'est le même en 2021 parce que le plafond de la Sécu n'a pas évolué, mais je viens de voir qu'on a laissé 2019. Et puis, tout au-dessus, nous avons les régimes supplémentaires de retraite qui peuvent être donc constitués soit à titre individuel, soit au titre de l'activité professionnelle. La réforme, elle date déjà de l'été 2019, mais étant donné toute l'actualité que les entreprises ont gérée, notamment en raison de la pandémie, je dirais qu'aujourd'hui, on est encore en plein l'actualité dans ces régimes, d'autant plus qu'on vient d'avoir tout récemment un texte d'application qui était attendu depuis très longtemps et qui est paru en décembre 2020 seulement. Alors ensuite... donc, sur les réformes en cours, le graphique l'illustre, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a eu, juste avant la pandémie, beaucoup de réactions et de manifestations sur le projet de réforme des retraites du gouvernement. Et ce que j'ai voulu illustrer sur ce graphique, c'est qu'en fait, ce projet de réforme avait pour objectif de mettre en place un régime universel, mais qui venait remplacer non seulement les régimes légaux de sécurité sociale, mais également les régimes complémentaires, pour une raison simple, c'est qu'il était prévu que ce régime universel allait couvrir jusqu'à 3 plafonds de sécurité sociale de salaire, c'est-à-dire des salaires d'à peu près 120 000 euros, ce qui couvre 98% des salariés. Voilà, donc c'est dans ce contexte que la réforme des régimes supplémentaires, donc le dernier étage dont nous allons parler aujourd'hui, est intervenue. Aujourd'hui, on sait qu'on va avoir une réforme de retraite, mais on ne sait pas du tout à quoi elle va ressembler. Et on ne sait pas il est probable qu'elle n'interviendra pas avant la prochaine élection présidentielle. Alors, très rapidement, pour rappeler ce qu'a fait la loi Pacte n'a pas fait que moderniser et réformer les régimes de retraite à prestations définies. Elle a également mis en œuvre une réforme très importante de l'épargne retraite avec la création d'un véhicule unique qui est le plan d'épargne retraite PER, qui a des déclinaisons en volet individuel, collectif, facultatif, c'est le PER collectif, et en régime à adhésion obligatoire, c'est le PER obligatoire. Les régimes dont nous allons parler aujourd'hui ne se situent pas dans cette réforme du PER. C'est un autre produit
mais qui a aussi été réformé par la loi Pacte. Pardon, j'essaie de recomposer. Voilà. Mais voilà, je voulais vous rappeler quand même qu'il y avait aussi tout cet arrière-fond de la modification des régimes d'épargne retraite en entreprise, sachant que sur les nouveaux pairs, les transformations sont en cours, il y a un vrai mouvement du marché pour aller vers ces nouveaux produits, et le dispositif dont nous allons parler aujourd'hui, qui ne rentre pas dans cette enveloppe du pair, est un dispositif à part, mais qui peut avoir tout son intérêt dans une politique de rémunération des entreprises, surtout pour les dirigeants et les hautes rémunérations. Alors, sur ce graphique, je reprends un petit peu le même sujet. L'objectif, c'est de positionner les différents outils les uns par rapport aux autres pour qu'on ait un paysage complet de la réforme qui nous attend. Alors, pardon, je recommence. Voilà. Oh, zut, pardon. Ce que... donc, dans notre nouveau paysage de l'épargne retraite après ces réformes, vous voyez que d'une part, côté régime professionnel et côté régime individuel, ce que j'ai illustré sur la ligne horizontale, eh bien, nous voyons apparaître des deux côtés, qu'on soit en professionnel ou en individuel, le pair avec ses trois volets, le pair individuel, le pair collectif, le pair obligatoire, et puis également les régimes à prestations définies dont nous allons parler aujourd'hui. Et donc, nous allons parler de celui qui est le régime à prestations définies à droit certain, puisque celui-ci peut être instauré à compter du 1er janvier 2020, et il va coexister pendant un certain temps avec les anciens régimes qui étaient à caractère aléatoire, parce que ces anciens régimes ne peuvent plus être ouverts à l'acquisition de nouveaux droits, mais ils perdurent quand même pour les bénéficiaires qui en faisaient partie à la date de fermeture au 31 décembre 2019. Voilà, donc ça c'est le paysage vu du point de vue des bénéficiaires eux-mêmes. Et puis, vous voyez que tous ces produits, tous ces dispositifs sont placés à la verticale sur une ligne qui va d'un horizon épargne à un horizon retraite. Donc, c'est une ligne en fonction de l'horizon de temps du dispositif. Et juste pour illustrer le fait que quand on parle d'épargne retraite ou des régimes à prestations définies, eh bien, ces dispositifs, du point de vue du bénéficiaire, sont à comparer avec ce qu'il pourrait trouver sur le marché à titre individuel, c'est-à-dire l'assurance vie à titre individuel ou alors des bénéfices, des placements qui passent par le biais du plan d'épargne d'entreprise qui, lui, est à horizon de 5 ans. Les outils d'épargne retraite se placent clairement dans un horizon d'épargne beaucoup plus long que les deux dispositifs dont je viens de parler. Alors, les régimes de retraite à prestations définies, jusqu'en 2019, ils présentaient une caractéristique, c'est que, l'employeur s'engage sur une prestation, c'est une promesse de pension à l'âge de la retraite, le plus souvent exprimée en pourcentage du salaire. Et donc, l'employeur dit, bah, écoutez, voilà, quand vous serez à la retraite, vous aurez droit à une pension de ma part de tous les mois qui sera, mettons, 150 euros, ou 300 ou 1000, d'accord? Et il va devoir assurer le financement de cet engagement, quoi qu'il en coûte, en fait. D'accord? Puisque le retraité, lui, il a sa promesse de pension et il doit recevoir ce montant qui a été fixé par la promesse de l'employeur. Ce qui veut dire que quand il y a des fluctuations de marché financier, qu'il y a des taux bas ou taux d'intérêt plutôt plus ou moins élevés, les ajustements de provision sont à la charge de l'employeur, à la hausse comme à la baisse. C'est la grande différence avec les régimes à cotisation définis dans lesquels l'employeur ne s'engage que sur le montant de la cotisation qu'il verse chaque année pour financer un revenu de retraite supplémentaire. Et ce revenu, il sera fonction de ce qu'il y a dans le compte d'épargne au moment de la retraite, c'est-à-dire l'accumulation de toutes les cotisations plus les produits financiers. Et en fonction de la date à laquelle le salarié part en retraite, eh bien, ce pot va représenter une pension de retraite qui peut être plus ou moins élevée en fonction des paramètres techniques et financiers de la date de la conversion. Dans le régime à prestations définies, comme je vous l'ai expliqué, on est dans la logique complètement inverse, puisque en fait, l'employeur promet un montant à la retraite et c'est lui qui doit aligner les sommes nécessaires pour financer cet engagement. La deuxième grande caractéristique de ces régimes jusqu'en 2019, c'était que leurs bénéfices étaient soumis à la condition que le salarié ou le mandataire social achève sa carrière dans l'entreprise.
Ce qui voulait dire que ces droits étaient aléatoires, c'est-à-dire que s'il quittait l'entreprise avant d'atteindre l'âge de la retraite, eh bien, il perdait les prestations. Et deuxième exigence, ces droits devaient être non individualisables. Donc l'idée, c'était qu'on avait un passif social de l'entreprise avec une masse de droits qui s'individualisait au moment où la personne partait à la retraite, à condition qu'elle soit toujours dans l'entreprise à cette date-là. Et bien évidemment, ces régimes donnent lieu à la constitution d'un passif social dans les comptes des entreprises qui donnent lieu à provision comptable. Alors, jusqu'en 2019, le traitement social et fiscal de ces régimes était les suivants. Juste un petit pas en arrière d'historique. Ces régimes, en fait, ils existent depuis un certain temps et au départ, ils ont été un peu une création de la pratique de l'assurance basée sur une lettre de l'administration fiscale en 1977 qui avait indiqué que le financement que l'employeur versait dans des contrats d'assurance pour ce type de promesse n'était pas assujetti à l'impôt sur le revenu parce qu'il n'y avait pas de droit certain acquis pour le salarié. Donc, on considérait que ces sommes ne rentraient pas dans le revenu des salariés. Et évidemment, les assureurs ont bâti toute une proposition d'assurance autour de ça parce que c'était quand même un avantage important. Et puis, pendant très longtemps, il y a eu beaucoup d'incertitudes sur le traitement des charges sociales pour les primes qui étaient versées dans ces contrats d'assurance. Dans les années 90, la Cour de cassation a dit, bah, écoutez, moi, peut-être que le fisc considère que ça ne rentre pas dans le revenu imposable, mais moi, je considère que c'est un avantage et que donc ça doit être assujetti à charges sociales, ce qui évidemment rendait le coût des régimes beaucoup plus important. Et en 2003, la loi Fillon est venue créer une taxation spécifique en disant, écoutez, non, c'est vrai que ces régimes ont un caractère aléatoire, donc nous allons dire qu'ils sont exonérés de CSG, CRDS et de charges sociales, mais en contrepartie, ils vont supporter une taxe spécifique qui est à la charge de l'employeur et qui pèse soit et qui est calculée sur une assiette, soit constituée des primes versées à l'assureur, soit des rentes lorsqu'elles sont mises en service au profit des bénéficiaires. Donc ce régime est en place déjà depuis la loi de Fillon de 2003, donc ça va faire 17 ans. Et à cela est venue s'ajouter une taxation pour les bénéficiaires sur la rente à la charge des bénéficiaires pour compenser le fait qu'ils n'ont jamais payé de charges sociales sur les sommes qui étaient versées à l'entrée. Mais bon, c'est quand même plus léger que la taxation à l'entrée qui aurait pu avoir lieu si on avait maintenu l'assujettissement à charges sociales et CSG-CRDS. Donc ça, c'était le paysage jusqu'à fin 2019. Ces régimes ont dû évoluer en application d'une directive de l'Union européenne du 16 avril 2014 qui vise à améliorer et préserver les droits à pension complémentaire dans l'Union européenne, et ce, afin d'accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres de l'Union. Le sujet au départ, c'était que dans un certain nombre de pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, vous avez des conditions minimum d'acquisition des droits. Par exemple, il faut avoir été employé pendant 5 ans, voire 10 ans, pour obtenir des droits dans les régimes de retraite de l'entreprise. Et évidemment, une telle clause, de même que dans nos régimes à prestations aléatoires, le fait de dire que vous devez être toujours présent dans l'entreprise à l'âge de la carrière, à l'âge de la retraite, la fin de la carrière, eh bien, c'est évidemment un frein au départ dans un autre pays, chez un autre employeur, puisqu'on a peur de perdre son régime de retraite. Donc, c'est par le biais de l'Union européenne qu'est arrivée l'impulsion pour modifier ces régimes. Et cette directive a été transposée dans la loi française par l'article 197 de la loi Pacte, qui a autorisé le gouvernement à prendre une ordonnance. Donc cette ordonnance, elle est parue le 3 juillet 2019, donc vous voyez, ça fait déjà 1 an et demi, bientôt 2 ans, et on était en attente d'instructions ministérielles parce que le texte de l'ordonnance est assez concis et beaucoup de questions se posaient sur la mise en œuvre du texte de l'ordonnance. On a eu une première instruction ministérielle du 27 juillet 2020 qui a traité la fermeture des régimes et le gel des droits au profit des salariés, puisqu'en fait, on arrête les droits à caractère aléatoire à partir de la fin de l'année 2019. Et puis, on avait beaucoup de questions sur la configuration des nouveaux régimes qui peuvent être mis en place à partir du 1er janvier 2020. Et ces questions ont trouvé leur réponse dans une instruction ministérielle qui a été publiée le 23 décembre 2020. C'est pour ça qu'on a une actualité sur ce sujet en ce moment. Voilà, on a encore une dernière instruction de la direction de la sécurité sociale qui est en attente sur la transformation des anciens régimes en nouveaux régimes, donc j'en parlerai pas aujourd'hui.
Alors, le principe, c'est qu'à compter du 4 juillet 2019, il est complètement interdit d'instaurer des régimes qui soumettent les prestations à une condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise. Donc ça, c'est posé par le texte. Pour les régimes qui étaient existants à la date du 4 juillet 2019, la loi nous dit qu'il n'est plus possible d'affilier aucun nouvel entrant. Donc c'est terminé, on ne peut plus mettre de salariés de mandataire social dans ces anciens régimes. Et pour ceux qui étaient déjà affiliés, il n'y a plus aucune acquisition de droits possible pour les périodes d'emploi à compter du 1er janvier 2020. En revanche, tous les droits qui étaient en cours de constitution au titre des périodes antérieures sont maintenus. Il y a une seule exception à ça, c'est les régimes qui ont été fermés au plus tard à la date du 20 mai 2014, c'est-à-dire avant la date d'entrée en vigueur de la directive européenne. Ces régimes-là, quand il y a encore des bénéficiaires, c'est un groupe fermé en fait, ces bénéficiaires peuvent continuer d'acquérir des droits selon l'ancien modèle avec condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise, y compris pour les années à partir de 2020. Ce que fait le texte également, c'est donc qu'il instaure un nouveau type de régime à prestations définies, dans lequel on nous dit que les prestations sont exprimées sous forme de rente. Donc on reste dans l'idée d'une promesse de l'employeur qui promet une somme de pension, enfin un montant fixe sur lequel il s'engage à l'âge de la retraite. Mais en revanche, grande nouveauté, désormais, les droits acquis dans ces régimes sont certains. Et ils sont définitivement acquis année par année, même si le salarié quitte l'entreprise avant l'âge de la retraite. C'est donc là la principale différence avec les anciens régimes. Il n'y a plus de conditions d'achèvement de la carrière dans l'entreprise. Alors, ces nouveaux régimes, leur configuration apparaît dans deux textes, l'article L137-11-2 du Code de la Sécurité sociale et l'article L143-0 du Code des assurances. Je vais reprendre rapidement chaque élément avec en bleu les précisions qui sont apportées par l'instruction. Donc en noir, c'est tout le cadre réglementaire qui découle de l'article 197 de la loi Pacte et de l'ordonnance du 3 juillet 2019. Et en bleu, vous avez les dispositions de l'instruction. Donc, l'instruction vient rappeler que l'entreprise doit effectivement s'engager sur un montant de prestation, en l'occurrence versé sous forme de rente, et qui sera versé aux anciens salariés retraités. Il y a eu beaucoup, en fait, c'est important que l'instruction dise ça parce que certains commentateurs avaient envisagé que l'entreprise puisse simplement s'engager sur le capital constitutif qui sera versé à l'assureur pour constituer la rente à l'âge de la retraite, à horizon de la retraite. Ça n'est pas l'esprit du texte. On est vraiment sur une promesse de pension à l'âge de la retraite sous forme de rente et l'employeur ne peut pas se libérer à l'avance de cet engagement en versant simplement un capital constitutif qui est ensuite géré par l'organisme assureur. S'il le fait, il faut à ce moment-là qu'on ait un achat de rente viagère différé parce qu'en fait, l'employeur est vraiment engagé sur le montant de la rente à l'âge de la retraite. Les droits supplémentaires sont donc certains et acquis. Le bénéfice du régime peut cependant être soumis à une condition d'âge minimum qui ne peut pas excéder 21 ans. Et d'autre part, il peut prévoir une durée de présence minimum dans l'entreprise pour avoir le bénéfice du régime et ou une durée minimum de cotisation sur le contrat d'assurance. Le total de ces deux durées ne peut pas excéder 3 ans. Une fois qu'on est rentré dans le régime, les droits sont acquis chaque année sans possibilité d'acquisition de droits au titre d'année antérieure. Il y a juste une exception à ça, c'est qu'il va y avoir une tolérance pour l'année 2020, mais j'y reviendrai plus tard. Les droits acquis, nous dit le texte, sont revalorisés annuellement sur la base d'un coefficient, mais en fixant un plafond, c'est-à-dire que ce coefficient de revalorisation doit être au plus égal à l'évolution du plafond de sécurité sociale d'une année sur l'autre. L'instruction précise qu'on n'est pas obligé d'indexer de revaloriser sur le plafond de sécu. C'est libre et on peut même avoir un coefficient de revalorisation 0. L'instruction précise que le régime peut être financé exclusivement par l'employeur, mais il peut aussi être cofinancé par l'employeur et le salarié. Donc ça, c'est une précision qui est importante parce que dans les anciens régimes, comme on était sous condition d'achèvement de la carrière et qu'on pouvait tout perdre, il n'était pas question de demander un cofinancement aux salariés. Dans les nouveaux régimes, le texte le prévoit expressément, c'est pas obligatoire, mais c'est une possibilité. Et évidemment,
on a quelque part dans l'instruction une précision comme quoi cette participation du salarié n'ouvre droit à aucun avantage fiscal et social, alors qu'il y a un traitement social et fiscal de faveur très important sur le financement patronal. Enfin, si le régime qui est mis en place prévoit les conditions minimales d'acquisition dont on a parlé tout à l'heure, et que le salarié quitte l'entreprise avant d'avoir accompli ses durées, par exemple on dit qu'il faut 3 ans minimum dans le régime pour avoir des droits, eh bien s'il y avait un cofinancement, évidemment les cotisations lui seront remboursées. Alors ça c'est très inspiré des régimes anglo-saxons. Hein. Alors ensuite, la configuration du régime est très précisément définie par la loi en termes de prestation de la promesse de pension que l'employeur peut prendre. Donc on nous dit déjà que la promesse de pension est forcément exprimée sous forme d'un pourcentage de la rémunération considérée, et il est précisé qu'il s'agit de la rémunération de l'année concernée qui est assujettie à cotisation de sécurité sociale, et ce pourcentage ne peut pas dépasser 3% maximum. Le cumul des pourcentages, tous employeurs confondus, ne doit pas excéder 30 points. Il faut comprendre 30% de la rémunération. Alors, l'instruction précise, parce que ce plafond global là, de 30 points, il va falloir le mettre en œuvre, même si le salarié est passé dans plusieurs entreprises. Et donc, l'instruction précise que les entreprises vont devoir déclarer chaque année via la DSN, il y a un bloc qui a été créé à cet effet, le nom de chaque bénéficiaire d'un régime à prestation définie et le montant de la rente annuelle qu'il a acquis, ce qui permettra, si un salarié bénéficiaire change d'entreprise, qu'il puisse demander une attestation à l'organisme qui reçoit les informations de la DSN pour indiquer à son employeur à quel niveau d'acquisition il est en termes de prestation de retraite par rapport à ce plafond de 30 points. Autre chose importante, le texte nous dit que pour les dirigeants mandataires sociaux et ceux dont les rémunérations excèdent 8 plafonds de sécurité sociale, l'acquisition de droits est soumise au respect de conditions liées aux performances professionnelles. Et c'est exprimé au singulier. Donc, tout bénéficiaire mandataire social, c'est lié à des conditions liées à ses performances professionnelles. L'instruction du 23 décembre 2020 nous précise que ces conditions de performance professionnelle, elles vont être, comment dirais-je, vérifiées chaque année individuellement pour chaque bénéficiaire, mais elles peuvent être exprimées de manière commune à plusieurs bénéficiaires et notamment déterminées en fonction du résultat de l'entreprise. C'est important parce que ça permet d'avoir un régime dans lequel on n'est pas année après année à dire à chaque personne, voilà tes objectifs de performance pour le régime de retraite. On peut avoir une logique globale, comme on peut l'avoir sur un accord d'intéressement, par exemple, ou sur des plans d'actionnariat ou de bonus. Il est fait obligation à l'employeur, on l'a dit, de notifier à un organisme, on pense que ce sera la CNAV, donc via la DSN, l'identité du bénéficiaire et les montants qu'il acquiert. Et puis enfin, important, ça existait déjà dans les régimes précédents, comme ces régimes sont quand même en général mis en œuvre pour des populations très privilégiées de dirigeants, eh bien, la législation exige que l'entreprise offre un dispositif d'épargne retraite à l'ensemble du personnel. Donc, il peut prendre la forme soit d'un PERCO, soit d'un régime à cotisation définie, soit du nouveau PER. Alors, quel est le traitement social de ces régimes? Je regarde l'heure parce que, oui, c'est bon. Donc, le financement patronal, c'est-à-dire les primes qui vont être versées dans le contrat d'assurance, bénéficient d'une exonération totale de charges sociales de CSG et de CRDS. Mais en contrepartie, ces primes sont assujetties à une taxe spécifique dont le montant est fixé par la loi, par l'article L137-11-2, et qui est de 29,7% de la prime versée à charge de l'employeur. Alors, par comparaison aux anciens régimes, dans les anciens régimes, on avait aussi une disposition de taxation à la charge de l'employeur, mais le taux sur les primes était à 24%. Dans les nouveaux régimes, on a augmenté de 24 à 29,7%. La justification donnée par le gouvernement pour le choix de ce taux, c'est qu'il s'agit en fait, ils ont pris un taux qui représente le forfait social de 20% plus la CSG-CRDS à 9,7%. Mais ça, c'est uniquement pour le calcul du 29,7%. Hein, c'est pour la petite histoire, parce que dans le texte, on nous parle de 29,7% et on est sur une taxe spécifique. Attention, si une seule des conditions que j'ai énumérées avant sur la configuration du régime et des droits n'est pas remplie, ce traitement spécifique est perdu
il est annulé et la totalité des primes versées seront soumises à charges sociales CSG et CRDS. Enfin, les prestations, on retrouve ce qui existait dans les régimes précédents, c'est-à-dire que les rentes perçues par les bénéficiaires vont supporter une taxation particulière selon un barème de tranches en fonction du niveau de la rente, avec 3 tranches, 0%, 7%, 14%. Et ça, c'est la charge du bénéficiaire et c'est donc différé au moment de la perception de la rente. Pour le salarié bénéficiaire, là, le traitement fiscal est extrêmement intéressant et surtout, ce qui est très important, c'est que là où dans les régimes à prestations définies, ancien régime, on avait une simple tolérance de l'administration sur une lettre qui avait été rédigée à l'attention d'un assureur, il est maintenant inscrit dans le texte de l'ordonnance que ces régimes, dans ces régimes, les primes versées sont totalement exonérées d'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est très important, c'est un énorme avantage et il n'y a aucun plafond. Donc quand vous connaissez les dispositions d'exonération sur notamment les régimes à cotisation définie père obligatoire, où on peut exonérer d'impôt sur le revenu des primes versées à hauteur de 8% du salaire du bénéficiaire, avec un plafond, on est à peu près à 26 000 € par an maximum défiscalisé. Sur un régime à prestations définies, on peut potentiellement aller chercher nettement plus, puisque la seule limite, ça va être le fait que la promesse de rente est plafonnée à 3% du salaire. Mais si vous avez quelqu'un qui a un salaire de, je sais pas moi, 500 000 €, 3% du salaire, ça fait 3 fois 5, ça fait quand même 15 000 € de promesse de pension. Et vous savez comme moi que pour financer une promesse de pension comme celle-là, il va falloir verser un capital au moins 20 fois égal. Donc vous voyez qu'on est très, très, très au-delà des seuils de l'article 83. Pour l'entreprise, les primes versées sont normalement déductibles à l'impôt sur les sociétés, à condition, c'est une condition qui a été posée par la jurisprudence, que l'engagement qui est pris par l'employeur présente un caractère général et impersonnel. Ça nous amène à la question de savoir comment peut-on configurer la catégorie bénéficiaire de ces régimes. La situation est la suivante. Dans les textes qui régissent la configuration de ces régimes, donc L137-11-2 du Code de la Sécurité sociale et L143-0 du Code des assurances, en fait, le texte est rédigé de telle manière qu'on pourrait envisager de mettre un régime comme celui-ci en place au profit d'un seul bénéficiaire. Et le fait que l'instruction vienne nous dire que les conditions de performance peuvent être communes à plusieurs bénéficiaires, ça veut aussi dire qu'à contrario, qu'elles peuvent être complètement individuelles. En revanche, on a quand même une limite à cela. Donc en fait, le législateur s'est pas du tout mis dans la logique des catégories objectives telles qu'on les connaît sur les régimes de prévoyance et de retraite. Vous savez, on doit définir une catégorie selon un des 5 critères fixés par le Code de la Sécurité sociale, catégorie cadre, non cadre, classification d'une convention collective, etc. On n'est pas du tout dans cette logique-là pour les régimes à prestations définies. Mais en revanche, on a quand même une limite, c'est que de mon point de vue, même si les textes de configuration pourraient permettre de le faire pour un seul bénéficiaire, on est bloqué par la jurisprudence du Conseil d'État en matière d'impôt sur les sociétés, puisque pour que les primes versées soient déductibles, il faut qu'il y ait un engagement à caractère général et impersonnel, et ça se traduit par la nécessité de prévoir un régime au profit d'une catégorie de bénéficiaires qui sont définis de manière objective. Donc, ça peut être un comité de direction, ça peut être un comité exécutif, ça peut être tout, y compris les mandataires sociaux, ça peut être tous les dirigeants qui sont par exemple cadres à partir de certains niveaux de la convention collective, donc aller chercher les cadres supérieurs, mais en tout cas, il ne faut pas que ça soit nominatif et individuel. Ça, c'est une chose. Deuxième aussi limite au fait de faire des régimes qui seraient purement individuels, c'est la question de l'égalité de traitement en droit du travail qui est très présente. C'est-à-dire qu'on voit mal comment on pourrait justifier de donner un régime à prestations définies pour un salarié X alors qu'on ne donnerait pas à un salarié Y exactement dans la même situation. Donc, je crois qu'il faut partir sur l'idée que ces régimes doivent présenter un caractère collectif, mais avec des conditions beaucoup plus souplement définies à la main de l'entreprise que ce qu'on peut voir sur les régimes de prévoyance et de retraite et d'épargne retraite. Alors, autre condition posée par la réglementation, c'est la question de la sécurisation des droits.
L'article L 137-11-2 du Code de la sécurité sociale réserve le bénéfice de la taxation spécifique de 29,7% avec toutes les exonérations de CG, CRDS et charges sociales aux contributions qui sont versées pour financer un contrat d'assurance souscrit auprès d'un organisme assureur. Donc là, on a tout de suite l'obligation d'assurance dans ce régime. Il n'est pas question de faire des régimes sur provision interne. Et deuxièmement, on nous dit qu'il y a une exigence de sécurisation des rentes liquidées et des droits en cours d'acquisition, et qu'à défaut d'avoir mis en place cette sécurisation et ce contrat d'assurance, il y aura perte du traitement social de faveur. Alors, cette notion de sécurisation des droits, elle vient du souci du législateur de garantir les droits même en cas d'insolvabilité de l'employeur. Pourquoi? Parce qu'il existe au niveau de l'Union européenne une directive dont l'article 8 précise que les salariés doivent être garantis contre l'insolvabilité de leur employeur pour leurs droits à retraite. Et cette réglementation, en fait, elle est d'application directe dans les États. Ce qui fait que les États doivent se soucier de la sécurisation des droits, parce que si les droits ne sont pas sécurisés en cas d'insolvabilité de l'employeur, eh bien, il est possible pour les individus bénéficiaires de rechercher la responsabilité de l'État en raison de l'insolvabilité de leur employeur, si aucun mécanisme n'a garanti leur droit à pension. Et très récemment, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'instruction dont on parle aujourd'hui a pris tant de temps, puisque vous voyez, l'ordonnance date du mois de juillet 2019 et l'instruction n'est parue qu'en décembre 2020. Il y a eu bien sûr la pandémie, mais la deuxième raison, c'était la difficulté de se mettre d'accord avec les organisations représentatives des organismes assureurs sur cette garantie en cas d'insolvabilité de l'employeur. L'État français est particulièrement vigilant là-dessus parce que le Conseil d'État a rendu le 21 octobre 2019 une décision ASCO-Métal dans laquelle la responsabilité de l'employeur a été reconnue, en tout cas partiellement, et avec une condamnation à indemniser un salarié, un ancien salarié retraité, qui était bénéficiaire d'un régime à prestations définies et qui du jour au lendemain a vu cette pension de retraite s'arrêter parce que son employeur a fait faillite, a été placé en liquidation judiciaire et qu'il n'avait pas souscrit de contrat d'assurance pour garantir ses droits. Donc, évidemment, avec une jurisprudence comme celle-là, l'État français est extrêmement soucieux de ne pas voir se développer une jurisprudence qui le condamnerait à garantir des droits quand l'employeur n'a pas fait ce qu'il fallait. D'où tout ce débat sur la sécurisation des droits. Ce à quoi on est arrivé, c'est que dans l'instruction, il nous est dit que le contrat d'assurance doit prévoir un taux de garantie des droits en cas d'insolvabilité de l'employeur qui est au moins égal à 50% des droits constitués par le bénéficiaire. Et l'instruction, c'est l'une des sources de sa complexité, c'est une raison de sa complexité, nous dit que certains contrats d'assurance seront présumés remplir ces conditions de sécurisation des droits. Premier type de contrat visé, ce sont les contrats dans lesquels l'assureur appelle tous les ans le capital constitutif de la rente acquise au titre de l'année considérée pour une garantie à 100%. Et donc là, pour moi, on est quasiment dans un mécanisme de rente viagère différée, parce que je ne vois pas comment l'assureur pourrait s'engager totalement s'il n'a pas procédé lui-même à l'achat d'une rente avec le capital qui est versé. Mais autre possibilité, le contrat peut aussi être un contrat dans lequel l'assureur appelle tous les ans le capital constitutif nécessaire, mais à hauteur uniquement de 80%, avec l'obligation de maintenir un taux couverture plancher des engagements et de sécuriser 100% des droits au moment de la liquidation à la retraite. Donc là, on voit que l'exigence est moins forte. Quelque part, on sait très bien que les achats de rente viagère différée, en tout cas l'obligation de mettre 100% du capital constitutif, ça coûte extrêmement cher en provision, puisque notamment avec des taux d'intérêt bas, les taux techniques est très faible, et donc on anticipe très très peu sur les produits des marchés financiers. Donc voilà, je pense que la négociation avec les assureurs, ça a été d'accorder cette deuxième souplesse qui est de dire, on acceptera des contrats dans lesquels il n'y a pas un achat de rente viagère différé avec une garantie à 100% donnée année après année, mais au moins il va falloir rappeler le capital constitutif à hauteur de 80% et puis garantir les droits à 100% à horizon de la retraite. Et ce faisant, normalement, on devrait, si jamais il y a une insolvabilité de l'employeur, se trouver avec la garantie de au moins 50% des droits
sécurisé dans le contrat d'assurance. Voilà, donc sur la base de cette disposition, il me semble possible pour les assureurs d'offrir un contrat d'assurance qui reposerait sur la technique du fonds collectif, dans lequel sont regroupées toutes les primes versées par l'assureur et à partir duquel on va financer les rentes viagères, non pas par une acquisition immédiate année après année, mais une fois que le salarié arrive à l'âge de la retraite, on procédera à l'achat de la rente. Également, le texte prévoit la possibilité de transférer sur ces nouveaux régimes les droits qui avaient été constitués dans un ancien régime. Donc, très rapidement, l'idée, c'est de pouvoir faire évoluer le stock des anciens régimes et des anciens contrats, puisque la plupart de ces régimes faisaient quand même l'objet de contrats d'assurance, et avec l'idée de transférer les droits qui avaient été acquis, mais au passage, il va falloir les transformer en droits certains. Donc, c'est là-dessus qu'on attend des précisions dans la prochaine instruction. Je vais donc simplement vous dire ce que le texte nous raconte pour l'instant. Ce qu'il nous dit, c'est qu'au préalable, si l'ancien régime avait fait l'objet d'une taxation sur les rentes, il y avait une option possible où on différait la taxation au moment du passage en rente. Eh bien, on doit se remettre sur une taxation sur les primes, puisque c'est ça qui est en vigueur dans le nouveau régime. Et donc, ça, c'est organisé par les textes. Deuxièmement, il faut aussi, quand on bascule sur le nouveau régime, vérifier que le pourcentage représenté par ces engagements rapporté à la rémunération de chacun des bénéficiaires va être notifié à l'organisme désigné, puisqu'en fait, on va avoir un afflux de droits. Ce montant sera pris en compte dans la limite du plafonnement global de 30%. Voilà. Donc, en fait, on organise le transfert des droits d'un régime à l'autre avec ces deux dispositions. La dernière, je ne vous en parle pas parce que c'est un peu technique et complexe. Si vous avez des questions, j'y répondrai ensuite. Alors, également, dans la modernisation de ces régimes, on a une obligation d'information qui est mise à la charge des organismes assureurs. Oui, très rapidement, le texte décline bien les dispositions de l'article 143-0 du Code des assurances dans les deux autres codes applicables aux institutions de prévoyance et et aux mutuelles. Donc, tous ces organismes, on retrouve sur ces régimes de retraite supplémentaires les trois familles d'organismes assureurs qu'on trouve habituellement dans les régimes d'épargne retraite en entreprise. Donc, l'article 143.0 du Code des assurances, il met à la charge de l'assureur une information annuelle du salarié bénéficiaire sur la valeur et l'évaluation des droits acquis, sur les conditions d'acquisition, d'utilisation et de traitement futur des droits, ainsi que sur les conséquences de son épargne en entreprise sur les droits acquis. On a vu qu'il ne pourra pas y avoir de perte de droits, mais en revanche, la question va se poser de la revalorisation et du financement de la rente à l'âge de la retraite. Donc, pour tout ça, il va falloir avoir une information annuelle à l'égard des bénéficiaires. Et par ailleurs, quand le bénéficiaire quitte l'entreprise, on a vu qu'il conserve des droits acquis, eh bien, sur demande, il devra pouvoir obtenir de l'assureur une information immédiate sur le montant des droits acquis ou, à tout le moins, une évaluation des droits qui aura été effectuée au maximum 12 mois avant la demande. Donc, quand le bénéficiaire fait la demande, l'assureur peut utiliser une évaluation qui a été faite dans les 12 derniers mois sans avoir à en refaire une à l'instant T. Et puis, il doit également être informé sur les conditions d'acquisition, d'utilisation et de traitement futur de ses droits. Cette information est aussi due à un ayant droit d'un assuré qui serait décédé et qui, sachant qu'il y a des droits à retraite constitués pour son ascendant, eh bien, vient demander une information à l'organisme assureur. Le texte le prévoit expressément. Alors, le contrat d'assurance, lui, il doit être conforme aux exigences de l'ordonnance. C'est l'article 143.0 du Code des assurances qui nous le dit. Et il peut aussi prévoir des garanties complémentaires en cas de décès. Sur ce dernier point, le contrat va donc pouvoir offrir des prestations en cas de décès du bénéficiaire, donc non seulement sous forme de réversion quand le décès intervient après la liquidation de la rente, mais également lorsque le décès intervient en cours de constitution des droits. Et la prestation qui sera versée dans ce cas-là peut prendre la forme d'une rente ou d'un capital, c'est ce que nous dit l'instruction.
Elle nous dit bien aussi que le contrat doit prévoir un taux de garantie en cas d'insolvabilité de l'employeur au moins égal à 50% des droits acquis. Donc, ça fait partie des mentions obligatoires. Et la manière dont l'instruction est rédigée, si le contrat d'assurance ne prévoit pas cette garantie en cas d'insolvabilité, on aura un problème sur le traitement social. Alors que sur les garanties complémentaires, c'est une option, c'est à l'assureur de proposer et de le prévoir. Voilà, donc j'en ai terminé avec l'essentiel de ma présentation. Il est 12h10. J'espère que ça n'était pas trop dense et que c'était assez clair. Je crois que l'Argus de l'assurance a prévu une session de questions-réponses. Donc, ben voilà, je suis à l'écoute. Merci beaucoup, Maître Ernst. Je pense que c'était très, très clair parce que nous n'avons pas de questions. Donc, je crois que tout était limpide et très complet. Donc, encore un grand merci pour cette intervention qui sera prochainement disponible en replay pour ceux qui n'ont pas pu être parmi nous aujourd'hui. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter en parallèle et par la suite si vous aviez des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu aujourd'hui. Très bonne journée à tous. Oui, pardon, oui, je crois que dans ce cas-là, vous me les transmettez, Laurence, c'est ça? Et éventuellement, je ferai la réponse après le webinaire. Très bien. Absolument, absolument. Merci encore, bonne journée, bon appétit. Au revoir. Et à très vite pour un prochain webinaire. Merci, au revoir. Au revoir.